Bienvenue à toi qui prends la parole. Donc, pour la première fois au sein de la journée du CSE, c'est Cédric, coach, consultant, formateur. Est-ce Il est là, regarde. est-ce que C'est impeccable. Ouais, donc on a 45 minutes ensemble sur le rôle du CSE dans le cadre d'un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, qui a donc évolué. Vous le verrez. Je te laisse te présenter. Bonjour Émeric et bonjour aux auditeurs et merci Thomas pour cette intervention sur les points juridiques qui était très intéressante. Voilà, donc moi je suis consultant formateur maintenant depuis 17 ans et je travaille sur différents sujets plutôt en management général d'entreprise. Et une de mes particularités depuis 15 ans, je travaille effectivement dans ce qu'on appelle les contextes difficiles et sur les plans de sauvegarde d'entreprise à différents niveaux en fonction des situations. Et donc, tu m'avais sollicité pour peut-être donner quelques clés, quelques infos autour d'un sujet qui est souvent sensible. Donc, voilà, c'est un grand plaisir que j'interviens pour vous aujourd'hui, quoi. Peut-être pour démarrer, voilà, redéfinir ce qu'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc là, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, le vocabulaire a changé. On parle bien de plan de sauvegarde de l'emploi, mais c'est assez important de bien avoir toujours en tête au départ, quand on définit un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'effectivement, finalement, ça se sait peu. On est bien pour un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est bien fait pour limiter, pour éviter que des licenciements soient présentés dans une entreprise, même si de manière globale, on retient les licenciements ou, à différents niveaux. L'objectif d'un PSE, c'est bien de sauvegarder l'emploi et malheureusement, effectivement, à un moment donné, de s'occuper des licenciements que l'employeur ne pourrait éviter de prononcer dans le cadre d'une restructuration ou d'une cas de difficultés financières. Voilà. Donc là-dedans, le CSE a un rôle quand même central de par la loi, déjà, qui lui est donné de par la loi, surtout parce que l'employeur a une obligation d'être informé et consulté, le CSE, pardon, a l'obligation d'être informé et consulté par l'employeur sur deux aspects du plan de sauvegarde. D'abord, l'aspect projet de restructuration ou de réorganisation qui est envisagé par l'entreprise, et ensuite sur les mesures prévues pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et pour faciliter les reclassements en interne ou en externe. Donc le CSE va jouer un rôle stratégique tout au long du plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'entreprise. Voilà. Le plan de sauvegarde de l'emploi, concrètement, ça se traduit par un document, bien évidemment, qui regroupe un ensemble de mesures destinées à limiter le nombre de licenciements, à favoriser le reclassement. C'est un document qui est obligatoirement transmis aujourd'hui à l'ADRETS, via un portail informatique de nos jours, mais qui en tout cas est sous l'égide de l'État au final. Et cette information circule à différents niveaux, au niveau départemental, au niveau régional ou au niveau national, en fonction de l'entreprise. Donc tout le travail d'un PSE se fait aussi dans un cadre finalement juridique qui est assez strict et sous l'égide effectivement des DRETS qui au final vont donner leur avis sur ce plan de sauvegarde et les mesures qui seront mises en œuvre par l'employeur. Je reviens sur le cadre légal du plan de sauvegarde. Donc effectivement, c'est régi par la loi, dans le cadre du chapitre 3 du Code du travail, les licenciements pour motif économique. Donc vous verrez sur le support, je vous ai mis les références de texte et les liens. Le plan de sauvegarde de l'emploi ne concerne pas toutes les entreprises. Il est facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés et si les licenciements touchent moins de 10 personnes sur une période d'1 mois. Ce qu'il faut comprendre, je l'ai noté comme ça, c'est qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est le dernier recours juridique adapté pour faire face à des besoins ou à des enjeux de l'entreprise face à un contexte économique qui aujourd'hui évolue et peut évoluer vite et fortement. Ce plan de sauvegarde, il a un coût financier pour l'entreprise qui va être soit partiel pour l'entreprise, en fonction du dispositif, soit total à la charge de l'entreprise. Donc il y a un phénomène sur le plan de sauvegarde, il y a un phénomène de report de la charge financière
en fait, sur l'entreprise et non pas sur France Travail ou sur les dispositifs d'État, qui a été mis en place particulièrement sur les entreprises de plus de 50 salariés et sur les groupes de plus de 1000 salariés. Hein. Donc un PSE peut concerner des réductions d'effectifs avec un objectif quand même qu'il faut bien énoncer, c'est au final la pérennisation économique de l'entreprise. Hein. Ce qu'on oublie souvent quand on entend parler de structuration, c'est bien que l'enjeu, quel que soit le niveau, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise, est quand même un enjeu de pérennisation de l'entreprise sur le long terme. Pour ça, le PSE peut être partiel sur une entreprise ou sur un groupe, c'est-à-dire ne concerner qu'une partie des activités ou des sites, ou il peut concerner la fermeture d'un ou de plusieurs sites en fonction des décisions stratégiques qui auront été prises par l'entreprise. Le PSE s'entend bien évidemment comme présentant des départs contraints ou des contraints dits pour motifs économiques. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de plan de sauvegarde de l'emploi, effectivement, sans plan de départ volontaire ou sans licenciement dit contraint. Il y a toujours une partie, effectivement, malheureusement, de mobilité externe. Comme c'était le sujet aujourd'hui, pour revenir au rôle central du CSE sur ces dispositifs, le rôle central du CSE sur un plan de sauvegarde va surtout être sur les avis obligatoires de par la loi qu'il doit rendre suite à l'information consultation de l'employeur. Donc l'employeur, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, va solliciter le CSE pour recueillir deux avis fondamentaux. Un avis sur les motifs économiques qui amènent à la restructuration de l'entreprise, qui doit être communiqué au CSE. Ça fait partie, bien évidemment, des motifs de consultation légale sur lequel le CSE va devoir rendre un avis formalisé. Et ensuite, le CSE va rendre un deuxième avis éventuel, parce que je reviendrai là-dessus, il y a une petite nuance, sur les mesures de reclassement mises en œuvre par l'entreprise. Donc la première grande étape d'un PSE, c'est la saisie par l'employeur, la convocation à une réunion qu'on qualifie de R1, dans lequel l'employeur va donner toutes les informations sur le projet de licenciement collectif en préalable. En préalable, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on met en place ce qu'on appelle un R0, mais qui n'est pas réellement prévu par la loi, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que juridiquement, quand on est dans un R1, il y a un certain nombre de délais qui commencent à courir pour l'employeur et pour le CSE. Et donc, régulièrement, on voit apparaître dans les dossiers une réunion dite R0, une information préalable, je dirais un petit peu de préparation, dans lequel ces informations vont d'ores et déjà être transmises au CSE. Ces informations, il y en a 6 qui sont le cœur de l'information de l'employeur envers le CSE. La première, c'est là où les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à un plan de sauvegarde de l'emploi? Le deuxième élément, c'est le nombre de licenciements en départ volontaire ou en départ contraint qui vont être mis, que l'employeur envisage de mettre en œuvre à ce stade-là. Ensuite, les catégories professionnelles concernées et les critères proposés par l'ordre de licenciement pour mettre en œuvre ces licenciements qui sont envisagés. Le nombre de salariés permanents ou non employés dans l'établissement. Donc l'employeur doit connaître très précisément sa masse salariale et le nombre de salariés au sein de son entreprise pour pouvoir mettre en œuvre le plan de sauvegarde. Il doit aussi prévoir un calendrier prévisionnel du plan de sauvegarde de l'emploi et un calendrier prévisionnel des licenciements. Et enfin, il doit faire part des mesures de nature économique envisagées à l'issue de ce plan de sauvegarde. Donc ça, c'est les 6 grandes informations qui sont
transmises au PSE, au CSE, pardon, dans le cadre d'un plan de C'est vraiment sauvegarde. à titre informationnel, c'est pour le moment juste consulté par le CSE, il n'a pas forcément un droit de réponse et l'employeur n'attend pas un droit de réponse, on est vraiment juste là pour informer en R0 de ce qui se passe. Voilà, le R0, c'est une réunion préparatoire. Alors je dis bien, elle n'a pas de cadre légal, elle n'est pas imposée par la loi. Je le dirais un petit peu comme ça, c'est préparer les partenaires sociaux, effectivement, à la suite et aux obligations qui vont venir, réexpliquer un petit peu les contextes, réexpliquer les échéances à venir. Elle se tient en général de 15 jours avant le R1. Sur ce R0, voilà. Mais tous les éléments qui seront transmis au R0 seront retransmis officiellement au niveau de cette première réunion qui est fondamentale. Ce qui va être demandé à partir du moment où on rentre en R1, c'est que le CSE doit formaliser des avis et il a un délai pour ce faire. Un délai qui va de 2 mois à 4 mois en fonction du nombre de licenciements qui sont prévus par l'employeur. Ces avis doivent être bien évidemment consignés par un procès-verbal. C'est un procès-verbal qui doit être précis et détaillé pour refléter les discussions et les avis exprimés. Et dans cet avis, c'est là où le CSE va faire part d'un certain nombre de propositions alternatives pour améliorer le plan de sauvegarde de l'emploi. Ces propositions peuvent inclure des suggestions pour la formation, la reconversion, des mesures de reclassement ou des mesures éventuellement de création de nouvelles activités, de mobilisation d'activités. Et ces avis, ils sont fondamentaux parce qu'ils ils peuvent en tout cas influer les décisions de l'employeur et dans certains cas conduire donc à des modifications du plan de sauvegarde de l'emploi pour répondre aux besoins des salariés. Donc le rôle fondamental du CSE, le premier rôle fondamental du CSE, c'est celui de formaliser ses avis. Ça peut être quelque chose qui est difficile pour les membres du CSE, les représentants du personnel. Et à ce R1, au R1, il faut savoir que le CSE peut demander, et l'employeur ne peut le refuser, l'assistance d'un expert comptable pour pouvoir être appuyé dans cette formalisation des avis et dans les propositions qu'ils vont faire. Donc vous verrez sur le diaporama que je vous enverrai, il y a un certain nombre de précisions. Peut-être qu'on reviendra sur les questions. Il y a 2 avis qui doivent être rendus par les membres du CSE. Un premier avis qui est sur l'opération projetée en elle-même, qui indique donc les raisons économiques qui conduisent à la réorganisation, l'explication de la structure avant et après. Et donc là, l'avis du CSE consiste à finalement rendre un avis après avoir étudié la situation économique globale, la stratégie de l'entreprise, cette stratégie de réorganisation, et à donner son avis sur la conformité ou la non-conformité des processus mis en place pour le plan de sauvegarde et la pérennisation de l'entreprise. Donc il peut y avoir déjà des premiers débats effectivement avec l'employeur autour de ces motifs. Il y a un deuxième avis qui doit être rendu par les membres du CSE sur le plan de sauvegarde en lui-même et les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde. Ça, c'est un élément important puisqu'il faut savoir qu'en réalité, l'emploi, la sauvegarde de l'emploi, le reclassement, interne ou externe, j'y reviendrai peut-être après, est vraiment au cœur de l'emploi. C'est même, moi je dis quasiment la seule réelle obligation de l'employeur. Et donc il faut être, et cette obligation doit être bien évidemment très encadrée, très mesurée, très suivie, y compris par les membres du PSE. Donc là, c'est de s'assurer que tout a été bien mis en œuvre pour éviter les licenciements et, en cas de licenciement inévitable, pour que le reclassement puisse se faire pour l'ensemble des salariés qui se verraient licenciés à terme. Donc c'est un avis très important.
Alors, il y a une petite nuance ici, je vais revenir après sur la partie négociation, c'est que ce deuxième avis peut ne pas être soumis à la consultation du CSE si le plan de sauvegarde de l'emploi est, entre guillemets, négocié par un accord collectif avec les délégués syndicaux. À ce moment-là, c'est les délégués syndicaux qui vont porter l'avis sur cette deuxième phase, sur cette deuxième partie très importante du plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, pour dire ici, peut-être ce que j'ai oublié au départ, un plan de sauvegarde de l'emploi a un cadre juridique strict, mais se repose beaucoup sur le dialogue entre les partenaires sociaux, avec un champ des possibles qui peut être ouvert. Et là, il faut être très vigilant à qui a quel rôle très précisément au cours du plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a un troisième volet aujourd'hui qui fait encore un petit peu qui n'est pas trop éclairci, en tout cas que la jurisprudence a mis en avant ces derniers temps, c'est un éventuel avis du CSE sur la partie des risques RPS. Dans le plan de sauvegarde de l'emploi, une partie rédigée par l'employeur concerne les risques psychosociaux pour les salariés qui restent dans l'entreprise ou qui vont partir. Donc là, on retrouve tout le rôle fondamental du CSE, hein, qui doit avoir une extrême vigilance sur ces risques psychosociaux, sur la qualité de vie au travail, si on peut le dire comme ça. C'est un volet très important d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel le CSE peut être amené à rendre un avis, même si aujourd'hui la jurisprudence n'impose pas de manière spécifique un avis précis, un troisième avis, mais je pense que les jurisprudences évoluant et tous les débats autour des risques RPS aujourd'hui vont amener maintenant les employeurs à recueillir un troisième avis facultatif sur les risques RPS dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc là, la jurisprudence va peut-être nous permettre d'éclaircir dans les mois qui viennent ou les années qui viennent ce point juridique sur les risques RPS. En tout cas, dans un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour limiter les risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Un petit peu particulier qu'il peut y avoir pour le CSE, en cas de fermeture de site, rapidement, le CSE, donc l'employeur va avoir une obligation de trouver une solution à la fermeture du site, qui peut passer par la revente ou par éventuellement du site, etc. Le comité social et économique doit être informé d'éventuelles offres de reprise ou offres de cession, et il peut aussi être actif dans cette recherche de repreneurs de sites dans le cas particulier d'une fermeture de site complète. Donc là, il va avoir un rôle éventuellement très actif pour trouver. C'est une obligation de participer à ces négociations éventuelles ou c'est simplement sur invitation de l'employeur? Ils vont être, s'il y a une fermeture de site, du fait qu'ils sont informés de cette fermeture de site, ils peuvent demander effectivement à participer de manière intégrante sur cette phase de recherche de repreneurs ou à formuler des propositions, oui. Alors, Okay. c'est facultatif, mais ils peuvent émettre un avis. Et j'ai envie de dire, souvent les comités socio-économiques, effectivement, sont actifs dans cette partie-là, sur la recherche d'éventuels repreneurs. Voilà. Okay. Mais ce n'est pas une obligation pour eux, mais ils le peuvent. Voilà. Okay. En tout cas, ils ont un devoir de vigilance sur les repreneurs, si je peux le dire ainsi. Voilà, le rôle central du CSE aussi, j'en parlais un petit peu sur l'obligation la plus forte au sens de la loi, le reclassement interne ou le reclassement externe, qui est un élément central. Là, les membres du CSE peuvent avoir un œil très particulier sur l'ensemble des mesures du reclassement. Peut-être où je reviendrai peut-être je reviendrai sur les étapes peut-être après. Se pose une question, voilà, pour aller sur un cas particulier, parce que la position du CSE peut être parfois ambivalente.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un plan de sauvegarde de l'emploi, le plan de sauvegarde de l'emploi peut être en réalité établi de trois manières par l'employeur, soit par un accord collectif majoritaire signé par les organisations représentatives, soit par un accord majoritaire partiel portant au minimum sur les mesures sociales du PSE et qui sera complété par un document unilatéral, soit par un document unilatéral élaboré par l'employeur. Ça veut dire que le choix d'une négociation sur un plan de sauvegarde de l'emploi appartient en totalité à l'entreprise. L'entreprise va choisir soit d'élaborer un document unilatéral qu'elle soumet pour avis, mais engage, j'ai envie de dire, 100% de sa responsabilité, et c'est ce document qui sera porté à l'avis de la DRETS, soit elle s'engage dans une démarche de négociation avec un accord collectif auprès des organisations syndicales. Le CSE, même si Donc, dans le cas l'employeur d'un choisit l'accord majoritaire, dans oui, le cas d'un Émeric. document unilatéral élaboré par l'employeur, on est vraiment sur presque, on pourrait dire, une décision qui est forcée par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue social possible, pas de négociation possible. Est-ce que c'est souvent ça qu'entraîne, même si c'est un peu peut-être compliqué, mais est-ce que c'est ça qu'entraîne des manifestations, des blocages? Alors, je crois que depuis le temps, sur les PSE que j'ai pu faire depuis 15 ans, les manifestations, peu importe le cas de figure, que le document soit unilatéral ou par accord collectif, quand il y a des manifestations, les manifestations, elles sont légitimes parce qu'un plan de sauvegarde, c'est toujours anxiogène, voire violent. Quand une entreprise est concernée, en tout cas, ça génère effectivement forcément une dimension humaine très forte, une déstabilisation psychologique de l'ensemble des acteurs. Quoi qu'on en dise, perdre son travail, c'est quand même perdre une partie de sa vie ou avoir peur de le perdre. Donc, les manifestations ou les revendications sont plutôt liées à cet aspect émotionnel qu'autre chose. Après, il y a un rapport de force. Alors, le document unilatéral, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être négocié. En tout cas, c'est surtout le choix de est-ce que je cherche un accord collectif avec des partenaires sociaux qui sont des délégués syndicaux représentatifs des organisations, ou est-ce qu'effectivement je ne vais pas, je vais plutôt essayer d'imposer ma propre vision. Pour autant, il y a toujours une phase d'assouplissement à travers l'avis des CSE. Donc là, l'avis des CSE, dans le cadre d'un document unilatéral, peut avoir toute son importance parce que il va permettre peut-être d'avoir des évolutions sur ce document unilatéral qui sont plus favorables aux salariés. Donc ça, c'est effectivement une ambiguïté qui peut apparaître, mais effectivement, dans l'absolu, l'employeur peut décider de ne pas négocier. Quand il y a des délégués syndicaux, quand il y a une négociation d'accord collectif, ce sont les délégués syndicaux qui négocient et signent l'accord collectif qui constitue le PSE. Tandis que le CSE, lui, sera consulté et donnera son avis sur le projet. Donc là, effectivement, il peut y avoir cette nuance. S'il n'y a pas de délégués syndicaux dans une entreprise, la négociation revient au CSE. Après, ce qu'il faut comprendre quand même là-dedans, c'est que normalement, les représentants du personnel d'une entreprise sont affiliés à un syndicat professionnel et le CSE, de manière globale, en tout cas à travers ses représentants, à travers les représentants du personnel, va dialoguer avec les délégués syndicaux qui vont négocier l'accord. Logiquement, voilà, il y a un dialogue qui va se faire si les délégués syndicaux sont présents entre les représentants du personnel et leurs délégués syndicaux pour essayer effectivement, encore une fois, non pas remettre en cause le plan de sauvegarde, parce que ça, c'est très difficile, mais obtenir les meilleures conditions possibles pour les salariés qui vont être reclassés en interne ou en externe. Donc c'est là où effectivement le CSE a un rôle aussi un peu particulier pour aider les délégués syndicaux dans cette partie.
Maintenant, sur la voie unilatérale, le CSE retrouve une position de plein droit sous l'égide de l'ADRETS qui va être importante. Pour peut-être préciser sur la négociation, j'avais fait une petite slide là-dessus. Les employeurs aujourd'hui sont quand même vivement incités à privilégier la négociation et la négociation avec par accord majoritaire. Cependant, la réalité fait que les employeurs peuvent être quand même assez frileux parce que l'accord doit être conclu avec les organisations syndicales représentatives ayant obtenu 50% des suffrages au premier tour des élections du CSE. Donc très souvent, on voit effectivement un document unilatéral plutôt qu'un document par accord majoritaire, parce que le cadre imposé est très rigide et pourrait remettre en cause la validité des accords qui sont signés et la validité de la négociation. Si, il peut décider de commencer à négocier pour ensuite peut-être rétro-pédaler et finir Exactement. Donc, dans la période par un accord d'information-consultation, unilatéral. oui, dans la période d'information-consultation, on fait part d'une proposition sur laquelle le CSE rendra un avis final, avec des propositions en général, dont l'employeur tiendra compte ou pas. À tout moment, effectivement, déjà à tout moment, les négociations peuvent s'ouvrir sur le contenu, en réalité, et à tout moment aussi, elles peuvent être refusées de la part de l'employeur qui peut se réfugier derrière un document unilatéral au final, au moment de faire valider par l'adresse. Donc le CSE, même si ça peut paraître voilà, parfois ambigu, le CSE conserve quand même un rôle central puisque systématiquement les informations vont lui revenir et au final c'est bien son avis qui va avoir une grande influence sur la suite des événements. Donc voilà, vous avez sur les slides, vous avez voilà, je ne vais pas trop passer parce que j'en avais prévu pas mal, j'avais essayé d'être pas mal exhaustif sur pas mal de choses. J'avais une question, j'ai vu que Oui, Fabrice en avait une, mais j'avais une question par rapport à j'ai pas vu. la restitution des informations, la restitution Oui, d'informations des élus vers les employés, puisque du représentant du dialogue social, et ils doivent assurer le lien entre direction et salarié. Il y a peut-être une nature de oui. confidentialité. Est-ce ils peuvent tout dire de ces négociations et des informations qu'ils reçoivent de la part de l'employeur, ou il y a des prédispositions? Alors, les membres du CSE sont toujours tenus à leur obligation de confidentialité dans le cadre qui relève du cadre de leur mandat d'élu au sein du CSE. Donc, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'informations, effectivement, qu'ils ne peuvent pas communiquer, en tout cas pas tous les dialogues. Après, par définition, le plan de sauvegarde, le contenu du plan de sauvegarde, il est communiqué par définition à l'ensemble des salariés au fur et à mesure au final, après les avis. Euh, la question du dialogue avec les salariés, elle est complexe parce qu'effectivement, tant que rien n'est acté, c'est difficile d'avancer un certain nombre d'éléments de la part des représentants du personnel auprès de leurs collègues salariés. Pour autant, personnellement, j'invite quand même, et c'est quand même leur rôle, les représentants du personnel à dialoguer énormément avec leurs collègues de travail pour connaître leurs besoins, pour connaître leur état d'esprit, pour connaître un certain nombre d'éléments. Donc, il y a effectivement une ligne à ne pas franchir qui est la ligne de la confidentialité sur un certain nombre de sujets et le délit d'entrave aussi, qui peut être important. Mais au sein du CSE, on a des représentants du personnel qui doivent aussi un dialogue à leurs collègues à travers leurs fonctions. Hein. Entre les délégués syndicaux, éventuellement en cas d'accord majoritaire, les informations qui sont communiquées par l'expert comptable qui expertise la situation vont être quand même transmises aussi aux délégués syndicaux
pour que les délégués syndicaux puissent pouvoir faire aussi leur travail de négociation. Ouais, ok. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de jeux, effectivement, qui se passent durant cette phase d'information, consultation, qui peut être effectivement, sur lequel il faut être en vigilance parce qu'il ne faut pas franchir certaines lignes rouges. Et en même temps, on est bien dans un rôle aussi de représentation. J'ai reçu une question ici, je te la fais afficher à Oui. l'écran. Un membre du bureau du CSE qui est élu sans syndicat, est-ce qu'il a le même droit qu'un membre du syndicat? Puisque tu avais dit que c'était d'abord, du coup, effectivement, les syndicats qui devaient signer et en l'absence de syndicat, ça revenait au CSE. J'imagine que c'est dans ce cadre-là. Oui, alors c'est vrai que, enfin, j'ai pris un raccourci tout à l'heure en disant que effectivement, par définition, un représentant du personnel était affilié à un syndicat. Ça peut ne pas être vrai, effectivement, mais bien évidemment, il a exactement les mêmes droits, hein. Ce qui va se passer surtout pour lui, c'est qu'en général, quand un représentant du personnel est affilié à un syndicat, il va bénéficier aussi du soutien du soutien d'un certain nombre de moyens de la part de son syndicat, alors que si vous n'êtes pas effectivement syndiqué, vous ne bénéficierez peut pas de ce soutien. Après, il aura accès exactement aux mêmes informations qui sont communiquées par l'employeur. Si un expert comptable est nommé, il aura participé au vote et il aura accès à ces informations, donc il a exactement les mêmes droits que les autres. Ouais. J'avais fait une petite slide, effectivement, pour bien replacer l'obligation sur laquelle, en fait, le degré de vigilance est traditionnellement le plus important. C'est ces obligations autour de l'emploi avec le plan de reclassement. Deux obligations pour l'employeur. D'abord, l'obligation de reclassement en interne. Donc, dans le cadre d'une entreprise ou dans le cadre d'un groupe, l'employeur doit d'abord tout mettre en œuvre pour pouvoir reclasser en interne les salariés touchés par la restructuration. Ce qui peut parfois prêter débat parce que si on est dans un groupe à l'international, effectivement, un certain nombre d'offres d'emploi peuvent être proposées dans d'autres pays ou autres. Donc ça, on l'a vu sur un certain nombre de dossiers. Et puis, si on ne peut pas procéder au reclassement interne, à ce moment-là, il faudra envisager un reclassement à l'externe. Toute une partie, en réalité, du PSE, quand on parle de négociation, et de négociation ou pas, se fait en réalité, effectivement, autour de ces mesures de reclassement. Donc là, j'avais fait un petit tableau sur lequel vous verrez sur ce qui peut être le cœur des dites négociations. Donc l'employeur, pour les entreprises de plus de 1000 salariés et les entreprises de moins de 1000 salariés, c'est les deux grandes situations qu'il peut y avoir. De toute façon, la proposition de mobilité interne au sein de l'entreprise ou du groupe est une obligation, peu importe la taille de l'entreprise. Et ensuite viennent des obligations de reclassement effectif à travers soit un congé de reclassement, soit un contrat de sécurisation professionnelle là-dessus. Ce qui change, c'est les acteurs. D'un côté, la CSP est régie par France Travail, hein, il est sous-traitant de France Travail, ou par un cabinet de reclassement externe. Faut savoir quand même une chose qui n'est pas suffisamment sue, c'est que même quand on est dans une entreprise de moins de 1000 salariés, l'employeur peut compléter le dispositif CSP par un accompagnement supplémentaire avec un cabinet de reclassement, par exemple. Hein. J'ai juste une question qui m'est venue. Quelle est la différence entre Oui. le reclassement et la sécurisation de l'emploi? Alors, j'ai envie de dire le terme. Alors, le congé de reclassement, pour une entreprise de plus de 1000 salariés, il est à charge de l'entreprise qui va faire appel à un cabinet de reclassement. Et pendant ce congé de reclassement, il n'y a pas d'inscription à Pôle emploi. Le salarié est officiellement encore salarié de l'entreprise. Il est simplement exonéré de sa charge de travail et il va percevoir une indemnité de reclassement. Donc là, il peut y avoir voilà, ce qui va changer aussi, c'est que
La CSP, on est sous l'égide voilà, des règles de France Travail, avec un plan en fonction de l'ancienneté, mais une CSP en général, ça dure 12 mois, un contrat de sécurisation professionnelle sous l'égide de France Travail. Et dans le cadre d'une entreprise de plus de 1000 salariés, là, on va négocier éventuellement le congé de reclassement, qui doit avoir un minimum légal de 4 mois et qui peut être porté jusqu'à 12 mois avec les préavis, ou de 24 mois pour les formations de reconversion possibles. Donc, parmi les négociations, souvent, la durée du congé de reclassement, effectivement, est un des éléments qui va être négocié à différents niveaux avec l'entreprise. Au-delà du congé de reclassement, c'est à ce moment-là, éventuellement, il y aura une bascule à France Travail. Sachant que l'objectif d'un congé de reclassement, c'est de ne pas basculer à France Travail, justement. C'est que le reclassement soit effectif dans ce délai de congé de reclassement. Donc là, vous avez un certain nombre d'éléments financiers. Voilà, c'est là où j'avais mis à charge de l'entreprise. Vous avez à peu près les éléments de négociation. Dans le cadre des négociations, souvent, ce qui est négocié, c'est une partie rémunération, en tout cas une partie indemnité. Donc, il y a durant le congé de reclassement, une indemnité de reclassement qui peut être relevée par accord pendant les négociations. Cette indemnité de reclassement, elle a un minimum de 65% du salaire brut fixé par la loi. Elle peut être relevée donc par accord pendant les négociations. Et souvent, ce qui se négocie, c'est ce qu'on entend un peu parler souvent dans les médias. Ce qu'on va entendre parler, c'est une négociation autour d'indemnités supralégales de licenciement à venir. Ensuite, un certain nombre d'éléments vont être négociés dans le cadre d'un groupe de plus de 1000 salariés qui sont moins négociables dans la partie CSP, puisque la partie CSP relève de Pôle emploi. Et là, dans le cadre d'un congé de reclassement, l'employeur, et le sait souvent sous l'avis du CSE, va choisir un cabinet de reclassement. On va rédiger, on va négocier des contenus d'accompagnement auprès du congé de reclassement. On va négocier un nombre d'offres valables d'emploi qui doivent être présentées aux personnes qui sont en cours de reclassement. Donc les OVE, notre Thomas tout à l'heure nous a rappelé les obligations de 6 critères fondamentaux quand on communique une offre d'emploi à une personne en cours de reclassement. On va négocier des budgets alloués aux formations courtes, formations longues. On va négocier des budgets éventuellement à la création ou la reprise d'entreprise. On va négocier des critères et des conditions de mise en œuvre des budgets. On va négocier des suivis réguliers dans le cadre de ce congé de reclassement. On va négocier aussi un certain nombre de particularités liées au congé de reclassement, des dispositifs éventuellement spécifiques pour les salariés fragiles, pour les salariés proches de la retraite. On va déterminer des catégories socio-professionnelles dites les critères d'ordre de licenciement. On va définir des critères de projet de reclassement, des critères valides de projet de reclassement. On va essayer de faciliter les mobilités emploi avec des aides à des entreprises locales, par exemple, des compensations de perte de salaire, des primes de retour à l'emploi rapide, la possibilité de cumuler des dispositifs éventuels, formation, par exemple, les créations d'entreprises. On va négocier des aides à mobilité, des aides au suivi de dispositifs de formation, des aides aux conjoints et des aides financières aux futurs employeurs. Voilà. Donc, dans le cadre des entreprises de plus de 1000 salariés, il y a un ensemble de critères qui peuvent relever de ce jeu de négociation qui vont être rédigés soit dans le document unique, soit dans les accords collectifs, et sur lesquels on essaye de se mettre d'accord. Dans le cadre d'une CSP, on ne peut pas négocier un grand nombre de critères. Donc il y avait des vigilances éventuellement particulières quand on négocie sur les risques RPS. J'ai fait une allusion tout à l'heure sur le refus de la DRET. Dans les reclassements, on ne peut pas prendre en compte des projets personnels, on ne prend en compte que des projets professionnels. Et dans le cadre d'un plan de départ volontaire, on peut avoir une exclusion du retour à l'emploi
en cours de concrétisation ou un refus du statut de la micro-entreprise en tant que projet de création d'entreprise, qui sont quasiment rejetés systématiquement dans les accords ou par l'adresse, quoi. On ne peut pas en profiter pour faire une reconversion professionnelle sur du reclassement, c'est ça? Quand tu parlais de projet personnel? Alors si, c'est fait pour pendant le congé de reclassement, on va faire une reconversion professionnelle. Mais une reconversion professionnelle, ça consiste aussi souvent en un parcours de formation longue. Ce qu'on appelle des projets personnels, effectivement, c'est des projets qui n'auraient pas de dimension professionnelle ou de dimension entrepreneuriale. Voilà, on ne peut D'accord. pas décider, quoi. Ou des projets qui ne seraient pas, dont on ne peut pas démontrer une viabilité professionnelle. Donc ça, voilà, on peut pas dire je prends des congés sabbatiques, je pars à la plage, voilà. Ça, c'est des sujets on est forcément orienté sur du professionnel. Après, vous verrez dans le document, je vous ai fait tout un tas de focus sur les fameux critères d'ordre de licenciement. Donc, quand on est sur des fermetures partielles, effectivement, si pour les licenciements qu'on ne peut pas éviter, ça peut être le cas aussi pour les mobilités internes, ou les départs volontaires, on va définir un certain nombre de critères qui vont permettre de déterminer les mobilités de manière effective et de protéger aussi parfois certains salariés. Donc, c'est des critères légaux, hein, qui sont systématiquement rédigés de par la loi et qui sont encadrés par la loi, par contre, et qui donnent lieu souvent aussi, là, encore une fois, à des échanges entre les partenaires sociaux sur ces catégories, quoi. Donc après, vous verrez sur le document, voilà, un certain nombre de focus que j'ai pu faire, où il y a beaucoup d'informations exhaustives avec des références. Et donc, si vous avez un certain nombre de territoires, une petite précision sur le suivi du PSE. Souvent, dans les PSE, on a une commission de suivi. Il faut savoir qu'elle n'est pas réellement régie par la loi, elle est optionnelle. Il doit y avoir un suivi parce que c'est sous l'égide de l'État et donc l'État, notamment la DREET, demande un bilan de mise en œuvre effective à l'issue des mesures de reclassement, à la fin du dispositif. Mais très souvent, ce qu'on voit aussi, c'est un rôle central, là aussi, du CSE dans la commission de suivi, dans le suivi du dispositif au fil du temps. Et donc, pour ça, on peut mettre en place une commission de suivi. Si on en met une en place, c'est bien de pouvoir mettre cette commission de suivi le plus rapidement possible en œuvre pour pouvoir suivre l'ensemble des évolutions du plan social. Donc, cette commission de suivi peut avoir une importance pour sécuriser les parcours et pour s'assurer réellement des reclassements qui ont été mis en œuvre, des moyens pour la surveillance aussi. On parlait du cabinet de reclassement, la surveillance du travail réalisé par le cabinet de reclassement. J'ai fait un peu le tour peut-être en premier jet des différentes mesures. Peut-être qu'on peut répondre aux questions s'il y en a ou plus. C'est un projet qui prend combien de temps, un PSE pour une entreprise, on va dire? Parce que j'imagine que c'est forcément beaucoup corrélé au nombre de salariés, mais sur une entreprise de taille intermédiaire, 200-250 salariés, ça prend combien de temps de mettre en place un PSE? La mise en place, déjà, il y a toujours un travail préparatoire de l'entreprise. Alors là-dessus, ça peut être un travail sur 6 mois, sur 1 an. Souvent, le plan de sauvegarde de l'emploi découle d'une vision stratégique de l'entreprise, d'évolution économique, technologique. Donc ça veut dire que c'est un travail au niveau du COMEX, au niveau du CODIR, assisté par peut-être des cabinets externes en termes de stratégie, qui se posent la question de la mobilité de l'entreprise sur ces DAS, hein, donc ça peut être plus ou moins long. Il faut une vision d'entreprise. Il y a un travail préparatoire au sein de la RH, des services RH, parce qu'il faut identifier très précisément les catégories professionnelles.
il faut avoir une très bonne connaissance de sa GEPP, des postes impactés par la restructuration, des conditions de chacun. Et donc ça va permettre aussi d'établir les fameux critères d'ordre de licenciement ou de départ volontaire ou de mobilité interne. Donc le travail peut se faire, voilà, il n'y a pas de règle, c'est un travail de vision. Et puis après, il y a cette étape de négociation, voilà, qui peut, une fois que le R1 est enclenché, déjà, il y a ces 2 mois maximum, selon la situation, pour que le CSE rende son avis. À partir de là, s'enclenche petit à petit la mise en œuvre des mesures du plan de sauvegarde. Et donc, en fonction des négociations, des propositions qui ont eu lieu, voilà, on va de 4 mois à 12 mois pour la mise en œuvre du PSE. Donc, un plan de sauvegarde de l'emploi, ça peut aller de 6 mois jusqu'à 2 ans pour aller au bout du dispositif, quoi. Mais surtout que plus le dispositif prend du temps, plus ça coûte à l'entreprise qui doit continuer d'assurer le versement des salaires. Alors, elle doit assurer, alors s'il y a un congé de reclassement, elle va assurer les indemnités de reclassement. Pour une entreprise de moins de 1000 salariés par effet de groupe, les salariés vont basculer en CSP. Donc là, l'entreprise n'est redevable que de l'équivalent du préavis à France Travail. Elle va donner en termes financiers. Elle ne prend pas à charge l'accompagnement. Bien évidemment, il y a un coût financier pour l'entreprise, quoi qu'il arrive. Il y a un coût moral aussi, hein, sur l'entreprise qui peut être plus ou moins important. Et bien évidemment, il y a un jeu entre le fait que l'entreprise cherche à ce que le plan de sauvegarde de l'emploi lui coûte entre guillemets le moins cher possible et des représentants du personnel ou des salariés qui vont chercher à faire payer l'entreprise, etc. Il faut trouver un juste milieu là-dedans. Il y a quand même voilà, le coût financier est quand même d'un plan de sauvegarde est quand même beaucoup axé sur la capacité à reclasser les salariés en interne ou en externe. J'ai une question qui peut peut-être paraître, je sais pas, sensible, mais est-ce que l'entreprise pourrait décider de mettre en place des critères entre guillemets discriminants dans le cadre de son PSE, c'est-à-dire par exemple se séparer de tous les salaires les plus élevés ou de tous les seniors? Est-ce qu'il pourrait décider de faire des choses ainsi? Pour rappel, l'entreprise ne peut pas Ouais. discriminer. On est sur les règles Oui. discriminatoires. Dans le champ des critères qui vont être énoncés, sont visées surtout des catégories de travail en premier lieu. Donc, de manière directe, elle ne peut pas viser un niveau de rémunération. Elle doit viser, parce que la réorganisation qu'elle souhaite mettre en œuvre le nécessite, des postes de travail, des critères socio-professionnels qui sont très précis, régis par la loi et non discriminants. Ou s'il y a discrimination, elle ne peut être que positive, si je peux dire. Parce que même si on n'est pas aux États-Unis, ce qu'on peut retenir, c'est ça. Donc normalement, voilà, chaque poste supprimé doit être justifié pour une raison économique, technologique ou technique dans le cadre de la restructuration. Dans le cadre de ton activité et les expériences que tu as eues, est-ce qu'il y a peut-être un cas assez spécifique qui est ressorti? Est-ce que tu retires, pas une anecdote, mais peut-être un fait marquant dans les PSE et les entreprises que tu as accompagnées? Alors là, pour le coup, dans mes obligations de discrétion, tu vois, j'ai cité Oui, aucun oui, exemple, mais parce que c'est bien sûr, mais un sujet sensible. Mais moi, ce que je retiens des plans de sauvegarde de l'emploi et ma partie à moi, quand je viens en assistance, soit de l'entreprise, soit du CSE, ou que j'interviens en termes de cabinet de reclassement, voilà, je peux intervenir sur les 3 leviers en fonction des situations. Euh, c'est là où on retrouve quand même dans l'entreprise, dans le cadre des PSE, on trouve une dimension humaine qui est très forte. Voilà, il y a toujours beaucoup d'émotions, quel que soit le côté, y compris pour les dirigeants d'entreprise. C'est des moments révélateurs qui peuvent être parfois
effectivement difficile, voire violent pour certains. Tout à l'heure, tu parlais de manifestations ou autres, j'en ai vécu sur certains sites. Mais on retrouve là, dans ces moments-là, une dimension humaine très particulière. Voilà. Et ça, c'est le cœur du sujet quand même sur ces parties restructuration. On en revient à une dimension humaine. Et c'est facile pour personne, et il faut beaucoup de dialogue. Et on voit aussi des beaux projets dans le cadre des plans de sauvegarde de l'emploi. On voit beaucoup de beaux projets. On voit des personnes se transformer, aller vers des projets de mobilité, des projets entrepreneuriaux. On voit des transformations d'entreprise, de reprise, et toujours avec une dimension fondamentale sur les motivations humaines, sur les projets humains, sur les émotions, quoi. Je voulais aussi rebondir peut-être sur une dernière chose. Vous avez toujours la possibilité, il reste encore une trentaine de participants, de poser vos questions. Mais par rapport à la confidentialité d'un PSE, puisque une fois que le PSE est fait, est-ce que ça devient du domaine public? Puisque souvent, on voit les syndicats qui partagent dans des médias des lettres d'information. Qu'est-ce qui ressort d'un PSE? Est-ce que tout est cloisonné ou est-ce que des informations peuvent être diffusées? Normalement, tant qu'on est dans la phase d'information, consultation, Oui, beaucoup de choses doivent être cloisonnées. S'il y a oui. un dialogue, il y a un dialogue interne au sein de l'entreprise. Maintenant, quand il y a un plan de sauvegarde de l'emploi, il y a une annonce officielle. Cette annonce, elle est souvent relayée à l'extérieur de l'entreprise, elle est souvent relayée au sein des territoires, elle peut être relayée dans les médias, effectivement. Voilà, donc il y a l'employeur doit informer le CSE quand il envisage un PSE, il doit informer la DRETS, les services de l'État. Et à partir de là, effectivement, il y a toujours des choses qui sortent sur la place publique. Malheureusement, souvent beaucoup de choses fausses. L'enjeu, souvent, est autour des négociations, des primes, etc., quand il y a des choses qui sortent. Il y a un aspect, je reviens sur l'aspect émotionnel, hein, une entreprise qui ferme sur un territoire, c'est beaucoup d'inquiétudes chez les élus, au niveau local, etc. Donc on a toujours beaucoup d'impacts, malheureusement souvent non maîtrisés de tous les côtés. Voilà, et nous, à notre niveau, quand on intervient en termes de conseil, par exemple sur la partie tant que le PSE n'a pas été validé par la DRETS, on évite de communiquer tout ce qui relève des mesures, tout ce qui relève des critères d'ordre, tout ce qui relève des raisons, puisque par définition, tant que la DRETS n'a pas validé le PSE, il peut être encore mouvant, les critères peuvent être changés. Donc on évite dans cette partie-là de communiquer au maximum sur les choses, quoi. Malheureusement, ça filtre, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles les syndicats, on maîtrise plus forcément après ce que vont communiquer les syndicats. Et tu disais le caractère faux. C'est vrai qu'il peut rapidement, mais en soit de tous les côtés aussi, hein, l'employeur aussi peut faire ça, mais tenter voilà, de présenter les choses comme ça les arrange. Il peut y avoir quelques détournements d'informations. Alors, la tentation est grande, hein. Tout à l'heure, Ouais, Thomas parlait de l'effet réseaux sociaux aussi. ouais. La tentation est grande aujourd'hui de communiquer dans ce jeu de négociation. Souvent, les négociations sont prises comme un rapport de force, et où chacun essaye, à travers une communication plus ou moins officielle, plus ou moins à droite, éventuellement d'avoir un rapport de force avec ses négociateurs. Voilà, quand je dis faux, c'est que voilà, par définition, tant qu'on est en négociation, rien n'est acté. C'est là où peut-être les mots parfois peuvent avoir leur importance, ou la maîtrise de la communication. Donc, malheureusement, en général, quand les choses filtrent dans les médias ou sur les réseaux sociaux, oui, on a malheureusement beaucoup de fakes où on devrait pas, ou des choses qu'on ne devrait pas dire parce rien n'a été acté encore. Ouais. Et du Ok. coup, je parlais de la dimension humaine, hein. Souvent, dans les négociations, ce qu'on va voir aussi, c'est des rapports d'ego, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, il peut y avoir. Donc, si on veut une bonne négociation, par définition,
même si le contexte est anxiogène et même si effectivement c'est un sujet qui peut être sensible, hein, qu'une restructuration, il vaut mieux être dans le dialogue que dans le dialogue en face à face et dans une réelle négociation que dans un rapport de force médiatique qui souvent est improductif au final, quoi. Merci d'avoir pu prendre le temps d'échanger avec nous, Cédric. Tu peux peut-être partager de manière plus grande tes informations, tes coordonnées et surtout rappeler comment une entreprise ou les élus de CSE peuvent prendre contact avec toi et surtout sur quels aspects. Tu disais que tu intervenais sur les 3 côtés, mais peut-être rappeler comment tu peux intervenir avec notre audience. Alors moi, quand j'interviens, voilà, c'est soit pour l'entreprise, soit pour faut savoir que l'expert comptable qui est nommé par le CSE peut s'appuyer sur d'autres experts aussi, hein, pour affiner son retour. Moi, j'interviens beaucoup sur la partie justement reclassement, mobilité, qui me passionne, je suis désolé de le dire, y compris là-dedans. C'était vraiment mon cœur. Donc, comment effectivement on optimise ce reclassement, comment on arrive à des résultats, pour ma part, à 97% de reclassement effectif pour les salariés qui peuvent être contraints au départ d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Donc ça, c'est toujours important. Après, j'ai un site internet, j'ai un numéro de téléphone, j'ai un mail, voilà, qui s'affiche. On enverra à tout le monde le document que j'ai essayé de résumer de manière un peu lourde. Je m'attendais peut-être à que ça soit plus interactif qu'aujourd'hui. Ouais. Je répondrai éventuellement aux questions, aux mails des participants ou des inscrits qui le souhaitent. Voilà, donc j'ai pas de souci là-dessus. Voilà ce que je peux dire globalement. Ça marche. Merci donc du coup à Voilà, celles et ceux qui ont pu participer. Oui, vas-y, vas-y. si je peux me permettre, Émeric, voilà. Passez-moi plutôt un appel qu'un mail. Je fais référence à Thomas. On s'aperçoit que le numérique provoque parfois des vagues, mais voilà, je parle de dialogue. Voilà, un appel téléphonique, ça me va bien aussi. Voilà, plutôt qu'un long mail, n'hésitez pas s'il y a des questions. Et j'avais essayé de faire un travail là sur le PowerPoint qui est peut-être plus précis si j'ai pas abordé plein de choses, si on a été malheureusement un peu vite aujourd'hui, que j'invite tout le monde à lire. Voilà. Ça marche. Donc du coup, je le rappelle, le fonctionnement, même s'il a donc du coup une cinquantaine de participants pendant le live, bien évidemment, tout sera accessible en replay. Vous aurez la possibilité sur YouTube, sur LinkedIn ou sur le site www.lajourneeducse.com de pouvoir bénéficier du replay au moment où vous le souhaitez sur ces 2 interventions, hein, l'intervention de Thomas sur le panorama des actualités en droit social, droit du travail, et sur l'intervention donc de Cédric aujourd'hui sur le rôle du CSE dans le cadre d'un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. J'ai pris plaisir à l'animer, j'ai pris plaisir à m'entraîner, construire cette 18e édition avec vous. Je vous encourage, toutes celles et ceux qui le souhaitent, à pouvoir nous suivre nos intervenants, nos experts, mais suivre du coup la journée du CSE qui regroupe toutes les informations, hein, des articles de blog, des guides pratiques, les replays avec toutes les questions qui ont été posées durant les lives. Tout est accessible sur le site www.lajourneeducse.com. Je vous remercie à celles et ceux qui ont participé. Je vous donne rendez-vous, même si la date n'est pas encore posée, sur la 19e édition qui aura un focus sur le RSE et toutes les nouvelles normes environnementales qui vont impacter les entreprises et les CSE. Voilà, merci à celles et ceux qui sont encore là, on l'affiche à l'écran. Je vous souhaite un bon appétit, une belle journée, à très bientôt. Et puis, Cédric, je te laisse bien sûr le mot de la fin. Le mot de la fin, merci Émeric. Et je m'aperçois que c'est pas un exercice facile, les webinaires. Tu vois, je vais détester me revoir en replay. Voilà. Mais en tout cas, c'était très intéressant et c'était très intéressant de participer. Voilà, c'est une bonne expérience avec la richesse de Thomas et la tienne. Et puis, si on peut dire quelque chose, effectivement, aux membres du CSE un peu plus particulier, mais j'ai vu qu'il y avait, c'était très varié le public qu'on avait aujourd'hui, y compris des chefs d'entreprise. Donc, sur des sujets complexes, on voit bien que le monde du travail aussi relève beaucoup de juridique, beaucoup de droit, beaucoup de méthodologie. Et donc, il faut se former, il faut essayer d'avoir un regard peut-être haute, un peu pertinent, parfois relever les émotions et travailler en équipe, surtout. En tout cas, merci Émeric et bravo pour les initiatives de la journée CSE et ton équipe. C'est gentil. Merci. Merci Cédric, à très bientôt. Au revoir. Très bien. Au revoir.